Ramadan à moi, présenté par Christophe, sur France Maghreb et France Maghreb 2. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2 pour une nouvelle édition de Mon Ramadan à moi. Et aujourd'hui, Mon Ramadan à moi, c'est exporté dans le bureau de monsieur Rachid Lahlou, qui est le président fondateur du Secours Islamique France. Bonjour monsieur Lahlou. Bonjour. Merci de nous accueillir dans vos locaux ici à Massy pour parler avec vous de votre Ramadan, de votre découverte avec le Ramadan. Alors, pour faire connaissance avec vous, pour nos auditeurs, vous êtes né à Fès au Maroc. Oui, d'abord, bienvenue dans vos locaux. Le Secours Merci. Islamique et votre organisation, c'est l'organisation de tous nos concitoyens français et d'ailleurs. Notre action, elle est internationale. Alors moi, je suis bien sûr né dans la très belle ville de Fès, la vieille Médina, le 9 décembre 1953. C'est très vieux, au Maroc. Très bien. Alors, évidemment, je suppose qu'une enfance normale, tranquille, dans une ambiance très familiale. Est-ce que vous pouvez nous traduire un petit peu quels ont été vos sentiments à la découverte lorsque vous avez commencé à comprendre les saveurs, le parfum du Ramadan au Maroc? Alors, bien sûr que cela avait quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire que le Ramadan se faisait remarquer par tout ce qui se passait avant et pendant et après. Avant le Ramadan, il y a toute une agitation qu'on voit à la maison déjà, tout petit. Ouais. Cette préparation, parce que bon, on n'avait pas tous les moyens d'aujourd'hui. Moi, j'appartiens à une famille très modeste de la vieille Médina de Fès. Et on s'agitait, pourquoi? Parce qu'on n'a pas tous ces moyens. On n'avait pas de frigo, par exemple. On n'avait pas de réfrigérateur. On préparait ce qu'on appelait le halwa et tout ça parce que ça sert à rompre le jeûne. Et on préparait ce qu'on appelait Sha'bana. Sha'bana, c'est cette fête qui nous marque, nous, jeunes, petits, qui est l'accueil du Ramadan. L'accueil du Ramadan se faisait en public. Ça se voyait, ça se sentait, ça s'entendait. Et ça se faisait en famille. Alors, la veille du Ramadan, dernier jour, je me rappelais mon père, il me disait Sidna Ramadan va arriver, il faut aller l'accueillir. Moi je pensais que c'était une personne toujours. Ouais. Sidna Ramadan, pour moi c'était une personne. Et au cours de l'émission, je vous dirai comment le déroulement se fait, parce qu'à chaque fois il me rappelait quelque chose. On va l'accueillir, oui, il faut s'habiller. Donc on s'habillait pour aller accueillir le Ramadan et on montait sur les terrasses. Parce qu'à ce moment-là, le azan se faisait sans micro, se faisait dans les minarets. D'accord. Donc on va observer après le coucher de soleil ce qui va se dire, parce que si c'est le Ramadan, donc il y a le nfar. Le nfar, c'est le grand instrument musical qui va authentifier que c'est le début du Ramadan. S'il n'y a pas ce signe-là, donc c'est pas le début du Ramadan. Donc on est sur les terrasses, en famille, on met la grande famille, c'est-à-dire les cousins, les cousines, etc., qui se réunissent. Il y a des bonbons et surtout il y a ce qu'on appelle la harraqiyat, tous ces objets-là qui pétaient. Puis il n'y a rien du tout. C'est pas comme aujourd'hui. C'était pas un arsenal. C'était des petits trucs. On avait un petit pistolet. On mettait ce qu'on appelle le firshi et ça a tapé, mais ça. Jamais quelqu'un ne s'est blessé avec ces petits moyens dans le temps. Mais pour nous, c'était énorme. On ne voyait ça qu'une fois dans l'année. C'était au moment de ce qu'on appelle Sha'bana. C'est pour fêter la fin du Sha'ban et l'arrivée du Ramadan. Ouais. Et tout le monde avait sa tête vraiment vers surtout la minaret, parce qu'on n'était pas loin de la minaret de la Qarawiyyin, la première université du monde, le Qarawiyyin, où on essayait de voir est-ce qu'il y aura une tête ou quelque chose comme ça. Mais bon, c'est le regard du jeune enfant qui est en train de voir arriver le Ramadan. Et puis tout d'un coup, on entend les you-you, on entend vraiment l'accueil du Ramadan se faisait. Donc, ça, c'est le côté festif, mais il y a le côté égal émotionnel. On regardait dans les regards de nos parents, ils s'apprêtaient à quelque chose de grandiose. L'arrivée du Ramadan, pour eux, c'est un élément. Et ça se voyait, cette joie, je dirais, pas sur le côté physique, mais sur le côté spirituel. C'était quelque chose pour eux énorme, l'arrivée du Ramadan. On va le comprendre quand on sera grand, que le Ramadan a une place énorme dans le cœur d'un croyant. Mais nous, c'était des observations, c'est des couleurs, etc. Quand mon père me disait, allez, tu viens avec moi, on va sur le marché acheter des dates. Les tables du Ramadan, à ce moment-là, étaient des tables modestes.
Ouais. Si vous permettez tout à l'heure, on en reviendra. C'est pas comme aujourd'hui. Le Ramadan n'était pas un moment de grande bouffe comme c'est aujourd'hui. Il y a des évolutions que moi j'ai vécues quand j'étais enfant par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Alors c'est vrai que là on est parmi tout ce que vous nous décrivez, cette ambiance très particulière, très traditionnelle, on est très loin aujourd'hui de ce que vous nous décrivez. Aujourd'hui on va plus vers les minarets, on attend l'annonce à la radio et puis finalement le Ramadan, bon, c'est un moment, j'allais pas dire comme les autres, mais c'est devenu un mois aussi où il y a beaucoup de business, où beaucoup de pays en profitent pour augmenter les prix, etc. C'est aussi un mois où il y a énormément de gâchis dans les familles. On fait beaucoup de nourriture et puis finalement on en jette quasiment le 3/4. Bah, on est vraiment très loin si on fait le parallèle avec ce que vous nous décrivez il y a quelques années. Aucune comparaison. Ouais. Aucune comparaison. Il est vrai que les dépenses, je peux dire qu'elles augmentent un petit peu. Je suis même pas sûr. Ouais. Parce comme je dis, il n'y a pas de frigo, donc on achète la nourriture tous les jours. Bien sûr. Pour se nourrir. Il y a certains produits qu'on va ramener à la maison qui vont servir tout le mois pour préparer le harira, le foul, je sais pas quoi, un petit peu de farine. Donc quelques courses qui vont servir toute l'année. Une petite boîte de tomates de conserve plus grande que d'habitude parce qu'on peut pas la laisser en dehors, surtout quand il fait chaud. Ça, parce que le Ramadan, on va en parler peut-être, ça dépend de la période. Moi, je l'ai fait la première fois avec l'été. Avec la chaleur, c'est autre chose. Alors, un bon apprentissage, on va dire. Oui, c'est énorme, surtout le jour du bac. Je vais vous dire quelque chose, c'est quelque chose d'énorme. Mais la table, d'abord, nous, on mangeait 2 fois, pas 3 fois. Aujourd'hui, on dirait que les gens mangent plus pendant le Ramadan qu'en dehors du Ramadan. C'est ça. Ouais. Alors que nous, nos parents, quand ils nous ont appris que le Ramadan, c'est un moment où on doit se priver. C'est la culture dont on était éduqué, mon père, etc. Vous le dites, le Ramadan, c'est un moment. Il y a encore la divulgation et l'éducation de ces valeurs. Ouais. C'est un moment où on va sentir ce que sont le pauvre, etc. Il fallait voir. Donc la table, c'est le maghreb. On buvait un petit bol de halwa, peut-être 2, parce que moi j'aime beaucoup le halwa, je l'adore. Oui. Il y a des dates où le halwa, il n'y en a pas. Il n'y a rien de tout ce qu'on voit aujourd'hui. Le halwa, avec ça, on attend un petit quart d'heure, le temps que ma mère et mes sœurs enlèvent tout ce qui est sur la table, c'est-à-dire tout ça. Et puis on va ramener un petit plat, on mange. Et puis on va faire la prière à la mosquée. Après ça, mon père rentre et il dort. C'est tout. Fès dormait. Il y a quelques-uns, et ça quand on était jeunes, qui vont dans les cafés pour jouer les cartes, ou dans quelques maisons pour jouer les cartes jusqu'à Suhour. Mais ça, c'était pas la règle générale. C'était quelques jeunes qui faisaient ça. La règle générale, c'est que Fès dormait le soir après l'Acha. Il y avait rien. Ça, c'est mon enfance. Après, les choses vont évoluer différemment. Ouais. Les gens ne sortaient pas dans les rues, même quand il fait chaud. Les gens vont dormir pour se lever avant Sobh. Parce que, alors là, j'ai une anecdote. Ma mère, c'est la première qui se réveillait pour préparer Suhour. Suhour, c'était consistant. Et vous leviez aussi, vous, hein? Ah, bien sûr. Ouais. Donc, elle se levait 1 heure avant nous pour préparer, par exemple, le melaoui, le raïf, ou pour préparer. Et ça lui prenait 1 heure. Parce que c'était sur le fakhar ou je sais pas quoi, et donc ça prenait le temps. Mon père, il a son réveil, il faisait que réveiller ma mère, et puis il revient dormir. Donc elle va se réveiller. Moi, je sentais les odeurs, alors que j'avais 7-8 ans, je sentais les odeurs, je me levais naturellement, alors qu'il voulait pas me réveiller. Ouais. Mais de bon père, jamais il va me dire, couche, va te coucher, c'est pas toi. Non. Il était très agréable, il dit, tu veux rester avec nous, tu restes. Mais Suhour, il était consistant parce qu'il fallait résister toute une journée. Bien sûr. Mais on va pas s'endormir après. Ouais. Mon père va sortir, va faire la prière à la mosquée, il va revenir 1 heure après. Donc ça permet de digérer. Donc il y a toute une éducation culinaire et je dirais même d'hygiène de vie. Ouais. On ne dort pas juste après. On mange un petit peu, on va faire la prière de Maghrib, l'Isha et Tarawih, on revient, on s'endort et on se réveille. Et donc c'était quelque chose d'agréable. Nous, Suhour, c'était un moment festif. On va manger, tout ce que vous voulez, mais c'était consistant Suhour parce qu'on se réveillait. Ouais. Tout le monde se réveillait dans la maison pour faire Suhour. Alors que les gens aujourd'hui, je suis désolé, ils veillent jusqu'à 3h du matin, ils vont s'endormir juste après.
jusqu'à minuit. Non, les gens, le lendemain, tout le monde, à 9h, se trouvait dans leur boutique en train de travailler naturellement, normalement, parce qu'ils ont dormi, ils se sont couchés la nuit. Comme vous disiez, c'est une hygiène de vie aussi qu'il faut adopter pendant le mois de Ramadan. C'est ça le Ramadan. Alors, dites-nous un petit peu, justement, racontez-nous un petit peu votre approche avec le Ramadan. Est-ce que vous avez fait quelques exercices auparavant avant de le faire entièrement, et à quel âge avez-vous commencé à faire vos premiers jours de jeûne? Nos premiers jours étaient, je ne me rappelle plus, mais c'était entre 10 ans, 12 ans, parce que les parents C'était une volonté personnelle ou alors c'était c'était guidé par festif, votre papa? Non, rien n'est obligatoire. Ouais. Nous n'avons pas une éducation d'obligation. Mon père, c'était certainement le jour du 27 du Ramadan. C'était un jour qui marquait. D'abord, les anecdotes. Nous, mon père, le 15 du Ramadan, la veille du 15 du Ramadan, il va venir nous dire: ah, Sidna Ramadan, on va maintenant dans la Karawine avec l'Udoul pour lui passer, signer le départ de la moitié du mois. Ouais. Je dis, le Karawine, ils vont passer, parce que pour moi, c'était toujours le bonhomme vieux avec des cheveux. C'est comme le Père Noël. Mais, il dit, ah oui, non, mais c'est... Après, 10 jours avant son départ, avant la fin du Ramadan, il dit: ah, Sidna Ramadan, il est malade. Hein. Ça fait un beau temps qu'il n'est pas sorti. Il est en train... Ah bon? Ah oui, il ne lui reste pas beaucoup de temps avant de mourir. Ouais. Ah, moi, je pensais qu'il allait mourir. 3 jours avant la fin, il dit: ah, il est en train de mourir. On est en train de vivre. Et moi, c'était cette impression de ce départ. C'est grandiose, le Ramadan. Ouais. Il ne faut pas oublier que le Sha'ban, il y a des moments de préparation pour le Ramadan. Par exemple, hier, qui était la moitié du Sha'ban, la plupart des gens à Fès jeûnaient cette journée-là de la moitié du Sha'ban. Les gens se préparaient pour histoire de s'entraîner, quoi. De s'entraîner. Ouais. C'est toute une préparation. Quand on annonce le mois de Rajab, c'est-à-dire 2 mois avant Ramadan, on est déjà en train de vivre, c'est-à-dire les odeurs qui vont arriver. Le Ramadan, et après la fin du Ramadan, et puis certains chez les soufis, ça se pleure la fin du Ramadan, parce que le Ramadan, c'est un cadeau, c'est un privilège de pouvoir adorer Dieu pendant le mois de Ramadan, etc. Et nos parents, ils nous obligeaient jamais d'aller dans la mosquée et de faire des tarawih malgré nous. Non. Mais ils nous font sentir ça quand on sort. Alors, c'est ça pour dire le 27 du Ramadan. Ça marque l'esprit de tous les jeunes. Les filles, oui. Les filles sont habillées en caftan, les petites filles. Ouais. On va leur faire de henna. Surtout, on va leur demander si vous jeûnez. Donc, et ça se fêtait. Il y a des cadeaux. On recevait des cadeaux parce qu'on a jeûné ce jour-là. Qui est de notre enfance qui ne veut pas jeûner le jour du Ramadan pour s'habiller, pour avoir des cadeaux? Ouais. C'était pas une contrainte. Et parfois, qu'est-ce qu'ils me disent? Oui, mais si tu n'arrives pas, on va te le coudre. Parce que quand il voit à midi qu'on se fait, ah, vous dit non, tu peux manger, il n'y a pas de problème, on va te coudre le mois. Nous, on croyait que la journée se cousait. Ouais. Donc, il n'y a pas de problème. Ah, mais tu jeûnes. Il te dit oui, t'as ton jeu, tu es jeûneur. Seulement, tu as cousu un petit peu la journée, c'est tout. Ouais. Et ça, c'est une manière vraiment de faciliter la chose à la personne. Il n'y a pas de répression, il n'y a pas de réprimande. On n'est pas en train de crier, de faire ça. Non. Moi, en tout cas, dans mon cas, c'était... Et dans la rue, on sentait les odeurs, on voyait la sérénité des gens. Il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de cris, il n'y a pas de ça. Les gens se respectaient. Le partage. Il faut voir le Maghreb, toujours... Il y a certains pauvres qui passaient, qui frappaient dans les maisons, et les gens ne leur donnent pas ce qui restait. Et c'est pour ça qu'on appelle le qadra dial al-miskin. Le qadra al-miskin, il avait un récipient qui était en terre cuite, c'est l'enfance, et il passait dans les maisons. Et les maisons, les gens vont donner, elle est avec des pois chiches, l'autre elle est avec je sais pas quoi, et lui il mettait tout ça, et ça s'appelle qadra, parce que c'est un mélange de harira. Ouais. Et je me rappelais, par exemple, en plein Médina, Allah yarhamou, un certain Tzegzouti, il préparait une marmite, je sais pas, pour 1000 personnes, et les gens venaient anonymement, c'est-à-dire des gens modestes, c'est pas ostentatoire, il frappait dans la porte, et tous les jours, et il va leur donner anonymement, ils vont prendre une marmite pour manger chez eux. Le partage était de rigueur. Tu vas chez ce commerçant de la halwa, il reconnaît par le visage le pauvre, il va lui donner, avant de vendre, il va lui donner un demi-kilo pour qu'il puisse. Mais la générosité, elle était la règle. Le partage, il était la règle. Les gens ne comptaient pas. Ils pensaient toujours à celui qui n'a rien. Ouais. C'est a priori, c'est pas a posteriori.
Et c'était naturel. Et tu invites les gens chez toi, les familles se rencontrent, ils venaient, ils partagent. Vraiment, on vivait ce mois-là comme il fallait. Moi, je pense que j'ai vécu, franchement, les meilleurs ramadans avec peu de choses, mais quand on était jeune. On n'avait pas tout ce modernisme, mais on vivait le ramadan, vraiment. Je vois l'anecdote, bon, parce qu'après, quand on est devenu étudiant, on va veiller, chez nos amis, et les blagues, je peux vous dire, une fois, ils m'ont laissé sans soir parce que je m'endormais, moi je ne peux pas veiller la nuit, et quand je me suis endormi alors que j'étais chez eux, ils ne m'ont pas réveillé pour ça. Ils ont transformé l'heure. Et quand je me suis réveillé, ils me disent ah oui, mais on a déjà fait ça. Alors que c'était pas vrai. Et donc moi je sortais, et il y a l'adhan. Ils m'ont eu. C'est des petits trucs comme ça qu'on vivait, mais agréable. Il y a pas. Ouais. Je rappelle que nous sommes avec Rachid Lahlou, qui est le président fondateur du Secours Islamique France. On va parler en deuxième partie de cette émission justement plus de l'aspect humanitaire et de ce qui vous a emmené à l'humanitaire. Mais là, on est dans l'adolescence. Quel âge pour le premier vrai ramadan complet? 14 ans. 14 ans. 14 ans. Je ne sais pas si je l'ai fait complètement, mais 14 ans, j'aurais dû le faire complètement, comme on te dit, parce qu'il y a des signes de puberté qui apparaissaient. Ouais. Et donc, je devais. Mais bon, il faisait tellement chaud que je ne sais pas si j'ai fait tout, que Dieu me pardonne, mais c'était jeune, j'étais irresponsable. Est-ce qu'à 14 ans, est-ce qu'on comprend un petit peu les bienfaits et ce pourquoi on fait le ramadan? Ça dépend. Est-ce qu'il y avait une éducation, je veux dire, au préalable? Je peux dire, même à cette période-là, à mon sens, l'éducation n'était pas complète. On ne savait pas vraiment complètement jeûner. Pourquoi on faisait ramadan? Pourquoi on jeûnait? Non, parce que je pense que... alors qu'est-ce qu'on se dit dans la tête d'un adolescent, se priver de manger pendant 30 jours, pendant 30 jours, c'est adopter un régime particulier, un mode de vie particulier. Comment on analyse ça à 14 ans? De toute façon, à 14 ans... Je pense qu'on a des graines de croyants. Donc, pour nous, le ramadan, c'est une obligation. Ouais. On le faisait. On ne cherche pas plus. On ne cherche pas plus, mais on n'était pas... on n'était ni révoltés, ni... parce que personne ne peut savoir si vous avez fait le ramadan ou pas. Oui, bien sûr. Vous êtes dans la discrétion totale. Vous pouvez vous cacher. Il y a des enfants qui se cachent ou des jeunes qui ne croyaient pas. Moi, dans mes études au terminal, maintenant, on en parle beaucoup, mais ça existait toujours. Seulement les gens étaient plus discrets. Il ne veut pas faire le ramadan, c'est son problème. Je ne veux pas chercher pourquoi. Question de respect, de pas s'afficher. Question de respect. Moi, j'avais des professeurs français parce que dans tout mon cursus scolaire, je n'avais que des professeurs français, vous savez, scolaire. Et ces gens-là, jamais ils ne mangeaient devant nous, jamais ils ne fumaient devant nous. Il y avait un sens de respect dans la société. Il y a la majorité. C'est-à-dire que chacun est... La question des adorations, c'est quelque chose de personnel. On n'a pas besoin de les montrer pour aujourd'hui dire qu'on jeûne ou on fait la prière. Et donc, le respect, c'est qu'on a une société qui fait comme ça. C'est ce qu'on doit faire, même en France. Nous, en tant que musulmans de France qui vivent dans une société, on doit ce respect à la société. La discrétion est quelque chose qui est parmi les principes et les valeurs de l'islam. Le respect. Et donc, le respect de l'autre, c'est qu'on ne transgresse pas. Tu vas pas, alors qu'il est en train de souffrir, il a faim surtout, il a soif l'été, on avait la bouche séchée, on avalait la salive tellement... Moi, je trempais ma tête dans la fontaine de la Karaouine à 14h tellement c'était chaud, donc on attendait, et tu viens boire devant moi. Je trouve que c'est une transgression dans une société qui vit un mois ramadan. La majorité des gens, on croit à la démocratie, hein, la majorité des gens, même aujourd'hui, dans les pays musulmans, jeûnent, majorité écrasante. Ouais. Ils le font par respect, ils le font par croyance. Moi, je ne rentre pas dans la foi des gens. On n'a pas le droit de s'émincer dans le personnel de la personne. Mais il y a un respect de la société. C'est ce qui est demandé. Donc, moi, avec mes copains, quand j'étais en terminale, donc l'adolescence est partie. Moi, je me rappelle, une fois à 14 ans, j'avais faim, j'ai mangé des dattes. Une fois. Il y a prescription, hein, c'est bon. Non, mais moi, de toute façon, le juste, c'est Dieu. Ouais. Heureusement, c'est pas les êtres humains, parce qu'il est beaucoup plus indulgent que les êtres humains. Monsieur Lahlou, à quel âge vous avez compris la dimension spirituelle du Ramadan, à peu près, hein? Quand je suis arrivé en France. Ah oui. Ouais. D'accord. C'était alors donc vers quel âge? L'âge 23 ans. Ah oui, donc c'est assez tard alors. C'est assez tard.
On va quitter le C'est une autre Maroc. émission. Monsieur Lahlou, pour la deuxième partie, on va parler de votre arrivée en France, puis après, évidemment, on va arriver à ce que vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire le président fondateur du Secours Islamique France, qui est une organisation humanitaire reconnue de tous nos auditeurs, qui connaissent évidemment le Secours Islamique, qui ne connaît pas le Secours Islamique. On va en reparler dans cette deuxième partie, c'est le Ramadan de Rachid Lahlou, le président fondateur du Secours Islamique, aujourd'hui sur France Maghreb et France Maghreb 2.